Vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Tous les soirs à 18h à retrouver l'intégralité de cette émission, mesdames et messieurs, sur Suite FM Guinée. Sinon, du côté de Guékédou, vous nous écoutez sur Makona FM. De ce côté, merci à ceux qui nous rejoignent également dans la ville Carrefour, à Mamou. Vous êtes à Dabola, Sigiri, écoute Radio Espace 99.7. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à Sola Média. Et la petite nouveauté également aussi, inscrivez-vous en ce qui concerne notre service Telegram désormais. Vous avez la possibilité de suivre nos émissions directement via Telegram comme WhatsApp en fait. Et puis encore c'est plus sécurisé. Là vous vous abonnez avec plaisir. Toutes les fois vous allez avoir les notifications évidemment pour suivre nos émissions, les grandes gueules, les journaux entre autres. Ça se passe également aussi sur YouTube. Vous vous abonnez là aussi. Vous ratez pas voilà, on va dire les exclusivités évidemment. Merci à vous tous. On continue l'émission. On parle migration cette fois-ci, les migrations qui inquiètent, la crise migratoire, vous le savez très bien, qui fait l'actualité italienne interpelle, autant que les États-Unis, les États européens, pardon, ceux d'Afrique subsaharienne, sont appelés à réagir de manière urgente et efficace, dit-on. Rien que sur les 7 premiers mois, il faut le dire, de l'année 2023, près de 13 000 migrants irréguliers provenant donc de la Guinée ont emprunté les routes de la Méditerranée centrale. Ils espèrent en tout cas ainsi regagner l'Erdolado, même au péril donc de leur vie. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, quel enseignement tirer de la crise migratoire en Guinée. Ça c'est une question que nous posons ce matin. Quelques réflexions en tout cas des chroniqueurs à suivre ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Mon cher Samba Zakari, on va essayer de partir avec vous évidemment ce matin avec des chiffres à l'appui. Ça fait froid dans le dos. J'ai l'impression que on est dans un pays en guerre, tout simplement. Parce que quand on voit un peu les chiffres, on se pose des questions. Quand on voit que la Guinée vient quand même à la tête du peloton, on se pose des questions. Et la mine, ça, c'est pas nouveau. Ouais, c'est pas nouveau, évidemment. Je peux même rappeler... On n'a jamais quitté les 3, 4, 5 premiers. Alors, comment est-ce possible? Est-ce que c'est, je sais pas, d'autres Africains qui viennent chez nous, ils ont nos passeports? Enfin, je sais pas, je me pose des questions en fait, parce que là, j'arrive pas à comprendre. Au début, il y avait ça. Voilà. Il y avait les Sri Lankais, les Nigériens, etc. Ouais. Mais maintenant, c'est plus de... La quantité, c'est guinéen. Ouais, c'est ça. Des Guinéens même, quoi. Des Guinéens de souche, comme on dit. Voilà. Allez-y, Tamba. Allez, tu as désactivé encore ton micro. Voilà, ça va être très compliqué. Voilà. Peut-être ça serait mieux que tu te déplaces de l'autre côté, parce que M. Bangoura est en train de se battre de ce côté. Je disais plutôt, Jacques, qu'on n'arrive pas à comprendre. Je me posais la question à savoir, est-ce que c'est des Maliens qui viennent chez nous ou des Burkinabés? Enfin, j'en sais rien du tout. Je pose des questions comme ça parce que moi, quand je vois ça, je me dis, c'est juste pas possible. Voilà. Voilà. Allez-y, Ahmed. Voilà, donc ce qu'il faut quand même dire, Lamine, c'est que je vais commencer avec des chiffres. Mais commençons par observer qu'il s'agit d'une tendance qui s'est maintenue. Ouais. Avant 2015, année à laquelle la Guinée est élue au fonds fiduciaire d'urgence avec l'Union européenne, ici, vous vous souvenez, avec un besoin particulier pour la prise en charge de la question migratoire en Guinée, ces fonds-là, donc, de 2013 jusqu'en 2015, nous oscillons autour de 3000 et quelques. Mais la mine, en 2015, fin 2015, donc pour 2016, nous dépassons carrément 13 000. C'est-à-dire que vous partez de 3 à 5 000 et vous vous retrouvez à 13 000. Sur combien d'années? Sur pratiquement 2 ans. C'est une explosion. Et à partir de ce moment-là, on commence à tenir la tête du peloton en Afrique subsaharienne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres que je donne partent de 2017 à 2020, jusque-là. Et ensuite, je viendrai aux chiffres de 2023. Parce que le chiffre que tu évoques, Lamine, là où il fait peur, c'est que c'est en 6 mois qu'on enregistre ça. 6 mois. 6 mois. Ouais. Le chiffre des 12 500 et quelques. Ça nous place, c'est seulement en l'espace de 6 mois qu'on a eu cet enregistrement. Je sais qu'on est champion, mais un sous-point quand même. Mais voilà, on commence d'où? C'est ça la vraie question. On commence d'où? J'ai là devant moi une présentation de la situation en 2017 et 2020. Alors, sur cette période, Lamine, vous allez trouver que, donc là, c'est vraiment les nationalités originaires d'Afrique subsaharienne qui arrivent en Europe en 2017 et 2020. Là, on parle de ceux qui arrivent. Je ne vous parle pas de ceux qui meurent. Je ne vous parle pas de ceux qui traversent le désert pour passer vers la Méditerranée. Parce que vous avez quand même
tout au moins Je vois. 2 voies pour entrer. L'Algérie, en passant par la Libye, vous venez sur la côtière, vous venez jusqu'en Algérie pour remonter vers la Méditerranée. Ensuite, vous avez par le Maroc. Vous ciblez le détroit de Gibraltar, toujours avec la Méditerranée, pour monter en Europe. Ouais. La Tunisie, hein. Oui, mais tu passes Libye, Actuellement, la Libye, la Tunisie, l'Algérie et vous montez. c'est ça. Pour aller vers la Sicile. C'est ça. Ça se passe de cette façon-là. Mais Lamine, ce qui m'inquiète, c'est que depuis 2017, donc 2017-2020, vous avez 26 873 sur cette période de 3 ans. Et là, je parle de ceux qui sont arrivés en Europe, qui sont des subsahariens non identifiés. Et derrière ce chiffre-là, il y a la Guinée, juste après. C'est-à-dire que pour les nationalités, Waouh. la Guinée, depuis 2017, depuis même 2016, on est devant. Ouais. Voyez ce que ça donne. En Guinée, pour ceux qui ont réussi à atteindre l'Europe en 2017 et 2020, 25 319 migrants identifiés comme guinéens. Ouais. 25 000. Ça, c'est depuis 2016. Et puis derrière nous, il y a la Côte d'Ivoire. Je parle de tendances qui se maintiennent parce que depuis ce moment, juste après nous, donc nous sommes toujours talonnés par la Côte d'Ivoire derrière nous. Le chiffre que tu as évoqué, et normalement la régie doit l'avoir, doit avoir l'image dans notre groupe. Donc, le chiffre que tu as évoqué, on parle de 13 000 quand même, hein, en 7 mois. C'est 12 500, voilà, 91 migrants. Ouais, ok, c'est illustré là. 12 591 migrants provenant de la Guinée. Et regardez la date, c'est de janvier à juillet 2023. Et quand on dit juillet 2023, c'est pas nécessairement que juillet ait été pris en charge, mais au moment où on fait l'étude, au moment où on fait le constat, on est en juillet. C'est-à-dire que de janvier à juin 2023, vous avez 12 951. Mais là, on ne parle pas de ceux qui sont en Europe. On parle de ceux qui ont emprunté, ceux qui empruntent la Méditerranée, donc la route de la Méditerranée centrale. Parce que ce que l'on ne sait pas, là, c'est la Méditerranée centrale, à partir de la Tunisie ou de l'Algérie. Mais à celle d'ouest, à partir du Maroc, ça c'est une autre voie. Vous voyez? Et puis à plus de l'autre côté, pour atteindre, il y a donc l'Est aussi, pour atteindre l'Europe. Vous êtes dans cette situation-là. Moi, je me suis intéressé, Lamine, à ce à quoi ça renvoie. Pourquoi est-ce qu'on est dans une telle situation? Voilà, revenez dans la salle, la régie. Allez-y. Très bien. Voilà. Et donc, pourquoi on est dans la salle pourquoi on est dans cette situation-là? Et donc, Lamine, sur les causes, pourquoi est-ce qu'on quitte? Alors, l'OIM a réalisé une étude intéressante en 2020. J'imagine qu'ils font le travail aujourd'hui parce que nous avons, heureusement, on a une politique migratoire. Je ne sais pas si elle a finalement été adoptée, mais avec l'appui de l'OIM, il y a une politique nationale de migration qui a été développée pour la Guinée. Mais au-delà de cela, il y a aussi le document qu'on appelle le profil migratoire de la Guinée. Ça permet de mieux cerner toutes les occurrences qu'il y a dans la migration, leurs causes, et les principales couches sociodémographiques concernées. Il y a tout ça dedans. Lamine, regardez ce que cette étude a donné en 2020 sur les causes des départs. Ça a été réalisé sur les migrants retournés. Parce que finalement, on n'avait que ça. Les migrants retournés. Et contrairement à ce que l'on peut penser, la première cause de départ n'est pas politique. La première cause de départ n'est pas religieuse. Ok. La première cause de départ n'est pas liée à une quelconque discrimination. Les grandes en lien avec le déploiement d'une quelconque justice sociale dans un pays. Oui. La première cause de départ, et tenez-vous bien, c'est la marge qui m'a impressionné. La marge. 69% des migrants retournés questionnés ont dit qu'ils n'ont pas d'opportunité économique dans leur pays. Forcément. 69%. Lamine, c'est beaucoup. Bah oui, mais souvent, la raison principale, c'est ça, mon cher ami. Hein. 69% sont partis. Bon, après... Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Mais une fois qu'on est là-bas, vous savez ce qu'on fait? Je sais. Pour pouvoir rester. Je sais. On ne va plus dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'espoir. Mais on va dire que c'est parce que je suis persécuté. Ouais, c'est ça. C'est au prix de cela que l'on obtient l'asile. Exactement. Voilà. Et donc, il faut qu'on sache que ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont eux-mêmes qui parlent dans cette étude-là. 69% disent qu'ils partent parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Et puis, il y a quand même cette marge intéressante aussi parce qu'il y a jusqu'à 15%. 15% qui disent, écoutez, nous on part
parce qu'on a envie d'aventure. Alors, je me suis intéressé un peu au profil de ceux qui partent la mine. Vous allez voir pardon, je vais retourner à ça. Vous allez voir là où ça devient intéressant, parce que quand vous voyez ça, normalement, nos politiques, nos gouvernants doivent apprendre de cela pour nous aider à avancer. Sur le profil des gens qui partent, 85% sont des hommes, au terme de cette étude. 85% sont des hommes. On parle du contexte guinéen. La mine, 84% sont célibataires, 78% sont peuls et malinqués, donc certainement un aspect culturel aussi. 75% sont issus de ménages urbains. Donc, ce n'est pas forcément lié à la précarité. Parce que ceux qui partent ont souvent de la ressource. Ils peuvent mobiliser entre 1500 et 8000 euros pour prendre le chemin du départ. C'est plus des zones urbaines que ça passe. Et puis, les 14 à 24 ans, donc vraiment les 15-24 ans, c'est vraiment les jeunes qui sont les plus touchés par le phénomène, et l'âge moyen est celui de 21 ans. Alors, je me posais la question, j'avais ce chiffre quelque part, je ne sais plus si je l'ai encore, mais très intéressant sur l'aspect passeur. La mine, sur tout ce chiffre que vous voyez, il y a plus de 85% qui disent avoir recouru au service d'un passeur. Les passeurs, en fait, c'est eux qui sont le lien entre le pays de destination et les pays de départ. Ou si vous voulez, même parfois, ils ne sont que le lien entre les pays de départ, comme la Guinée, et les pays de transit. Vous voulez aller en France, les pays traversés deviennent des pays de transit. Vous le faites de façon irrégulière, vous vous exposez à pas mal, tellement de périls liés à ces migrations. La mine, mais vous passez d'abord, pour la Guinée, souvent, au départ, on passait par Bamako, donc le Mali. Aujourd'hui, les gens ont compris que c'est trop de peine. Ils prennent le vol. C'est ce qui a motivé le Maroc à durcir un peu l'accès à son territoire. Les conditions. C'est pas contre nous, mais on a compris qu'il y avait quand même un certain laisser-faire. Et dans ce qu'ils font, on ne peut plus toujours passer par le Maroc et puis à partir de là chercher à partir. Mais il y a des périls réels. Un des périls, c'est les violences physiques. J'ai écouté, je donnais une formation il y a quelque temps comme on appelle à Kindia, à du personnel d'intervention sur les questions migratoires. Et puis ensemble, j'avais fait discuter l'audience au sujet d'une vidéo. Elle est sur YouTube, accessible à tout le monde. La mine, ça donne froid dans le dos, ça donne des sueurs froides. Je vais vous dire, il est rare, et ça je veux le dire avec toute la gravité, il est rare de voir une femme qui quitte la Guinée, pour ne pas dire que c'est impossible, qui prenne le Sahel, donc qui passe par le Mali, le Burkina, le Niger, la Libye, pour remonter. J'imagine. J'ai pas envie de dire qu'il n'y en a pas, mais il est rare de retrouver une femme qui se soit retrouvée en Europe à partir de ce cheminement-là, sans avoir été violée plusieurs fois. Il est rare. Et ce qui fait curieux, même les hommes n'y échappent pas. Je ne vous parle pas des cas où on tue, où on bastonne. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de cette intimité la plus précieuse, la plus sacrée. C'est comme ça que ça se passe. Et il faut que nos jeunes entendent ça. Mais il faut surtout que nos gouvernants prennent la mesure de cette gravité. Le péril physique est réel. Lamine, il y a, au-delà du péril physique, au-delà de la prison, il y a un autre qui est encore plus grave de mon point de vue. C'est celui de l'apatridie. Parce que quand on te prend, on arrache tes papiers. Ça, c'est le point de départ. On arrache tes avoirs, on arrache tes papiers. Et on se retrouve dans cette difficulté. Ce n'est pas pour rien que plus de 1500 Guinéens sont aujourd'hui au sud, entre le sud de l'Algérie et comment on appelle, et le Niger, entre le sud de la Libye et le Niger. La raison est simple, Lamine. Vous vous retrouvez sans situation. Vous n'avez finalement de seul argument pour vous que votre seule voix qui va dire « je suis Guinéen, je suis ceci ». Et c'est des Guinéens. Il y a ce camp dont on a évoqué la situation. C'est plus de 1500 Guinéens qui n'attendent que la possibilité d'être ramenés en Guinée. Mais ça ne marche pas. Alors sur l'apatridie, ce qui se passe,
On récupère votre argent, on confisque vos documents. Et vous vous retrouvez dans cette situation-là. Lamine, quand vous êtes face à cela, vous avez quitté votre territoire de façon irrégulière. Vous savez, pour passer en transit dans un pays, vous avez besoin d'une autorisation pour ça. Oui. Si vous êtes encore sur le sol ouest africain, pour un Guinéen, ça peut aller. Mais une fois en Libye, vous n'avez pas de papier. Vous n'avez aucun document qui dise, votre État vous dit, partez. Et l'État dans lequel vous êtes vous dit, vous pouvez être là, sans papier. Vous avez quelle nationalité? La nationalité, c'est le nom de famille du citoyen. Mais sans papier, vous êtes sans patrie. Le risque, c'est quoi? Malgré les conventions des Nations Unies en lien avec la protection des droits des migrants, sur l'apatridie en l'occurrence, il y a une convention particulière qui protège les êtres humains. Mais il y a d'autres droits qui font que même l'État guinéen ne peut plus agir en faveur de vous. Parce que rien ne dit que vous êtes guinéen. Oui, je vois. Et donc on peut faire de vous Et comment faire ce que vous voulez, l'identification comme vous voulez. Alors, ce qu'ils font, Ouais. on utilise la langue, on utilise les lieux, la connaissance du pays, il y a des gens qui connaissent, sauf que les gens savent bien mentir aussi. Hein. Mais bien sûr. France Terre d'Asile, c'est illustré dans cela. En France, par exemple, pour tous ceux qui arrivent, il y a du personnel que l'on recrute. C'est pourquoi à France Terre d'Asile, il y a plusieurs originaires. Il y a des Guinéens, il y a des Ivoiriens. Pour toutes les grandes destinations, on recherche des ressortissants. Par exemple, pour pouvoir attester que tel est Guinéen, tel est Ivoirien, tel est ainsi de suite. Oui. Il y a ceux-là qui sont là. Lamine, le dernier mot. Les grandes gueules. L'État doit écouter ça. Le ministre de la Jeunesse doit écouter ça. Le directeur national de la jeunesse doit écouter ça. Parce que la majorité, comme vous l'avez vu, à hauteur de 85%, c'est des 15-25 ans. Ouais. 15-24 ans plus tôt. Mais comment est-ce possible justement? On peut pas dire... je pose juste la question comme ça, Tamba. Savoir est-ce qu'on peut questionner la responsabilité des parents dans ce sens? Parce que quand tu parles de 15-14 ans, c'est des mineurs quand même. Il y a ça, Lamine. Voilà. Il y a la responsabilité des parents. Voilà. C'est clair. Ouais. Il y a les facteurs culturels et sociaux. Les grandes gueules. Parce que quand toi tu es là, l'autre est parti, il a réussi, ça pose une vraie force d'attraction sur toi. Mais ma préoccupation ce matin, en évoquant tous ces chiffres, c'est pour dire à l'État guinéen qu'il faut que le ministre de la Jeunesse se réveille sur cette actualité-là. Il faut que les fonds, je pense au FONIGE, je pense à toutes les autres entités qui s'occupent de l'emploi et des opportunités d'autoréalisation en Guinée, qu'elles se lèvent pour prendre en charge cette question. On ne peut pas la laisser aux mains de l'OIM. Ouais. L'OIM va gérer les migrations, il va plutôt prospérer dedans. Mais la question de l'emploi reste essentielle dans cette situation. Il faut que la Guinée soit en mesure d'apporter aux Guinéens, aux jeunes en l'occurrence, ce dont ils ont besoin pour rester sur le territoire guinéen. Si ce n'est pas fait, tout ça là, les performances économiques, macroéconomiques qu'on évoque, ce sera sans effet. Il faut des politiques précises, des politiques d'impact, mûrement réfléchies, identifiées avec les ayants droit et déployées de cette façon-là pour nous aider à éteindre ça. Sinon, l'Europe, à un certain moment, les gens disent Éric Zemmour est ceci, Éric Zemmour est cela. Il faut un minimum se mettre à la place des autres pour savoir que la question migratoire, c'est notre responsabilité d'abord. Il ne faut pas imputer ça aux États européens d'abord. Il faut dire aux États africains, prenez votre responsabilité, réfléchissez à ça. Parce que je vais vous dire, si la France et si les pays d'Europe nous ferment leurs portes, on va tous revenir ici, on va enfler comme une bombe et on va éclater. Et à ce moment, les conséquences de cela, on saura ce qu'il en sera. Voilà, Tamba Zakari Minimono, merci pour l'exposé. Allez-y. Je vais pas être long, je vais pas être vraiment long. C'est juste pour vous dire que il y a aussi, Tamba a bien expliqué, il y a aussi l'effet de la communication même. C'est vrai qu'on parle d'emploi, etc. Mais il y a des jeunes, moi je vois des gens, des jeunes qui communiquent sur les réseaux sociaux, qui ont de l'emploi, qui encouragent. Aujourd'hui, la route du Maroc est devenue difficile. La route de la Libye est devenue extrêmement difficile. Comme la route du Nicaragua est aussi extrêmement difficile, mais la communication qui est faite dessus, c'est le rêve américain. Et ce qui est dommage dans ça, c'est que si vous avez 10 groupes de jeunes qui quittent par exemple Conakry pour soi-disant partir au Nicaragua, chaque groupe de jeunes va débourser au moins $10 000. Alors imagine avec $10 000, qu'est-ce que tu peux faire ici? Tu peux commencer une entreprise. Les gens n'ont pas ça en tête. Ils ont en tête que oui,
j'ai tel cousin qui est parti par le Nicaragua qui est arrivé. Et voilà, du coup, Les grandes gueules. c'est l'image qui nous renvoie, c'est l'image de rêve américain, de la réussite, etc. Donc, il y a un travail psychologique de la jeunesse qui se fait Bien. à partir d'ici, à partir des réseaux sociaux, qui n'est pas favorable. Donc, pour moi, certes, des politiques à droite, etc. Mais il faut surtout que les jeunes, surtout les jeunes, prennent conscience. Un. Deuxièmement, et que ceux qui sont là-bas disent la vérité à ceux qui sont ici. C'est pas seulement quand tu es arrivé là-bas que c'est facile. Parfois, c'est plus l'enfer à Paris, à Nanterre ou quoi, aux États-Unis pour un bien sûr, Africain enfin, qu'à oui. Conakry. Ça a été Tu toujours les comme vois ça, vivre, d'ailleurs. tu les vois dormir À la porte de Chapelle et sous tout les ça, ponts, c'est etc. la folie. dans Les la grandes rue, gueules. quand il neige, etc. Bah oui, mais bah c'est oui. extraordinaire quand tu les vois. Il y en a qui tu s'y ne les plaisent dans reconnais ça, mon pas. cher ami. Voilà. Ouais, je suis désolé. Donc je pense qu'il faut aussi qu'à un moment donné, qu'on ne voit pas seulement l'aspect communication de l'Europe, des États-Unis qu'on nous renvoie, mais que la réalité monde est de la interconnecté vie, aujourd'hui, que mon la- cher Roby. Parce que ce qui Voilà. se passe, Lamine, pour finir, Partout. pour finir, ce qui se passe, c'est que parfois ce sont des frères, des cousins qui encouragent d'autres cousins ici à venir. Pourtant, eux-mêmes, ils connaissent leur situation là-bas. Bien sûr. Ben bien voilà. sûr. Merci, Roby. Mara, maintenant tu peux. Allez-y. Allez-y, Mohamed Mara. Allez-y. Oui, Lamine, je vais quand même relativiser un peu les choses. Les chiffres sont vrais, tous ceux fournis par Zachary tout à l'heure. La réalité est que nos jeunes quittent. Mais est-ce que nos jeunes quittent de plus en plus? N'oubliez pas que le phénomène des médias, surtout des nouveaux médias aujourd'hui, fait que le phénomène, réseaux je sociaux, crois, est TikTok, beaucoup plus connu. Surtout. Ouais. Je pense que c'est parce que, et d'ailleurs, de l'autre côté, les études sont beaucoup plus pointues maintenant. Sous Sékou Touré, les Guinéens vivaient très massivement à l'étranger. Mais aujourd'hui, quand vous prenez l'OIM ou d'autres entités, par exemple, j'ai sous les yeux un des rapports du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, DAS, qui explique que d'ailleurs, la migration ou l'émigration guinéenne est essentiellement jeune. Ça, c'est le premier phénomène à noter. Mais la deuxième chose à noter, et à mon avis, ça c'est extrêmement important, 74% des jeunes Guinéens qui quittent le territoire ne vont pas en Occident. Ils viennent en Afrique et principalement dans les pays limitrophes. 74%. Ça, c'est quand même les Nations Unies, le département, justement, des affaires économiques et sociales. 74%. Donc, ça veut dire que c'est seulement 25% tout le flux migratoire qui se retrouve en Europe, aux États-Unis, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi j'ai dit quand même qu'il faut... L'immigration est d'abord essentiellement un phénomène, je dirais, guinéo-africain. On Ouais. se déplace d'abord Ouais. au niveau de notre sous-région. Ça, il faut le préciser. La troisième chose à noter, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour des raisons aussi professionnelles. Ouais. J'ai même envie de dire d'ailleurs professionnelles. Ouais. Essentiellement. Il nous faut... Ok. Je disais que c'est pour des raisons d'ailleurs professionnelles, essentiellement. Et là-dessus, les Nations Unies aussi précisent que plus de 56,2% des personnes qui se retrouvent à l'étranger, hors de la Guinée, c'est d'abord pour des raisons, je dirais, professionnelles. Je ne dirais pas économiques parce que c'est encore plus large, mais pour des raisons professionnelles. Alors, lorsque vous avez cela, mais vous avez quand même 15%, c'est pas négligeable, des jeunes Guinéens qui quittent, c'est pour des raisons d'études. Ce qui fait d'ailleurs de la Guinée le premier contingent africain qui demande notamment, en fait, qui arrive en France pour les études. Nous sommes le premier contingent. Donc, c'est quand même important. Si vous prenez les Guinéens en Côte d'Ivoire, 22% de ceux-là qui quittent la Guinée, c'est pour la Côte d'Ivoire, 22%. 16% en Sierra Leone, 12% au Sénégal, 9% au Libéria et 4% au Mali, alors que 17% se trouvent en Europe. Seulement 17% de ceux qui sortent se retrouvent en Europe. Et là, c'est important de noter ces chiffres. Et parmi ces 17%, vous avez quand même 7% qui ciblent la France. Vous pouvez comprendre quand même pourquoi la France aussi, au retour, d'où le malaise que Tamba peut comprendre. Donc,
Mais cet autre phénomène aussi, il ne faut pas le négliger. Incroyable. Robbie pensait négliger quelque chose, c'est de dire oui, mais c'était avant que les gens demandaient la nationalité guinéenne. Mais maintenant, beaucoup s'en vont avec des papiers guinéens. La sécurité des passeports, on en parlera peut-être ces jours-ci. J'étais avec toi à la dernière fois à l'ami, quand on m'a informé que des agents, jusqu'à 6 policiers du ministère de la Sécurité avaient été mis aux arrêts. Il y en avait 2 encore qui étaient interrogés plusieurs jours après. Parce qu'on procède maintenant à la substitution, carrément même des empreintes digitales. Il y a énormément de monde comme ça qui s'en vont avec des passeports guinéens. Et d'ailleurs, l'autre phénomène, c'est que quand les gens sont arrêtés souvent, ils refusent de dire d'où ils viennent. C'est un fait. J'en ai parlé parfois avec de vieux policiers qui ont parfois fait partie des commissions comme ça ou des missions qui étaient envoyées dans certains pays comme l'Allemagne. Je me souviens, lorsque Maggie de Bloch était venue ici, elle était, je crois, à l'époque sous-secrétaire d'État belge, chargée des questions migratoires. Ahmed avait encore la rédaction ici. J'avais dû suivre cette dame pendant quelques jours à Conakry. À l'époque, rien qu'en Belgique, eux, ils étaient choqués parce que la Guinée était le 2e pays demandeur d'asile après l'Afghanistan. Et on était déjà à 10 000 demandes à l'époque. Donc, ils étaient en Guinée à l'époque pour tenter quand même de maîtriser cette situation-là. Donc, il faut reconnaître que 15% quand même des jeunes s'en vont. C'est vraiment pour des raisons d'études. Et ça, c'est aussi... Et puis, le regroupement familial. C'est là que la question des mineurs intervient souvent. C'est quand même près de 14% de flux migratoires. D'où la responsabilité justement des parents. Ouais. Oui, mais parfois, les parents sont de l'autre côté. Où on envoie les enfants sachant qu'il y a un frère, il y a un cousin, il y a une cousine, ou parfois le père y est déjà. C'est généralement pour le regroupement familial. On ne prend pas les enfants ici, sauf erreur de ma part, mais ça devrait être assez marginal pour les envoyer alors que c'est des enfants pour dire allez-y travailler, gagner de l'argent. Parce que quand même, les parents sont conscients quand même qu'un enfant qui s'en va comme ça, il est livré à tout. Mais il arrive que des jeunes gens, des enfants, parfois mineurs, décident eux-mêmes, se cachent de leur famille. Ça aussi, c'est un fait. Vous vous souvenez de Yaguine, du cas de Yaguine ici et Fodé, qui avait quand même marqué les Guinéens. Et ça continue quand même le phénomène. Oui, il y a des jeunes gens qui s'en vont. Donc, contrairement parfois au discours qu'on veut nous faire croire, ce n'est pas pour des raisons politiques que les jeunes quittent en réalité le pays. Même si, à l'arrivée, beaucoup de demandeurs d'asile déclarent que c'est pour des raisons politiques. Mais lorsque les organisations internationales vont les sonder, lorsque les Nations Unies s'intéressent au sujet, on apprend que d'abord, c'est pour des raisons professionnelles que les personnes s'en vont. Et ça, c'est quelque chose d'important à signaler. Voilà, allez-y, Jacques Lewa. Oui, toujours dans l'analyse. On est bien en prenant donc les chiffres présentés ici par Tamba. En 2015, vous voyez, après le grand recensement de 2014, en 2015, les Nations Unies signalaient d'ailleurs que près de 4%, exactement 3,6% de Guinéens se retrouvaient hors frontières. On était à un peu moins quand même de 500 000 Guinéens qui vivaient à l'étranger. Recensés de cette manière-là. En fait, qui partaient, le flux de migrants qui partaient de cette manière-là. Alors, l'autre pan de l'analyse, donc les raisons qui sont avancées, la majeure partie, ce n'est donc pas pour des questions politiques. Et puis, ce n'est pas pour des questions sécuritaires, mais on dit c'est pour des raisons économiques ou pour des raisons professionnelles où les gens ils partent pour des études. Sauf que lorsque vous regardez sur la liste, donc les 10 premiers qui sont listés ici, vous voyez que nous venons devant le Burkina Faso, nous venons devant le Mali. Je ne prends que ces 2 pays. Et sur les 10, vous n'avez pas le Niger, vous n'avez pas le Tchad. Vous vous dites, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous n'avez pas le Soudan, vous n'avez pas le Soudan du Sud. Vous n'avez pas la Somalie, vous n'avez pas la Somalie. Tout ça. Donc, je crois que il y a un problème. C'est d'abord un phénomène culturel. Il y a vraiment un problème. Parce que si vous regardez l'indice du développement, humain,
par catégorie, il y a ceux qui ont, si vous voulez, qui sont dans la catégorie du taux élevé. Et je crois en Afrique, vous n'avez que la Libye, l'Égypte, et puis vous avez les Seychelles, l'île Maurice, et qui viennent dans cette catégorie. Et nous, les autres, là, bon, il y a d'abord ceux qui sont dans la catégorie moyenne, où vous avez le Nigeria, vous avez la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous autres, là, nous tous, là, nous sommes dans la catégorie les plus faibles. Vous avez la Guinée dans cette catégorie avec, donc, qui devance quand même quelques pays. Le développement humain, c'est la qualité des vies analysées sur chaque individu. On est devant le Niger, on est devant un certain nombre de pays. Il y a donc... Même des pays qui ne sont pas loin des points de passage. Qui sont loin des points de passage. Le Niger, c'est un point de passage. Voilà, exactement. Et un pays en véritable crise. Ouais. Crise politique, crise sécuritaire, crise économique majeure, crise alimentaire. Mais qui sont dans les camps au Niger? Les Guinéens. C'est les Guinéens. Nous avons même ce matin, j'échangeais avec le coordinateur de ces migrants, ils sont recensés 1742. Oui. 1742. Donc parfois vous vous posez la question, est-ce que finalement, même les réponses qu'on donne auprès des services de sondage sont des réponses justes, même si je dois reconnaître que nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes économiques, nous avons aussi des problèmes politiques, même si ce ne sont pas ces problèmes-là qui guident essentiellement les migrants. Je veux appuyer la requête de Tamba de tout à l'heure par rapport à la réponse que nos États donnent. Parce que si vous avez une telle situation, vous voyez, quand vous voyez les discours publics, on va dire on attend que l'Union européenne apporte de l'argent. Or, quand vous voyez la réponse que donne l'OIM, l'OIM donne une réponse pour garantir même son existence. Parce qu'on envoie l'argent non pas à ceux qui sont au pays et qui veulent avoir des initiatives pour créer une entreprise, pour avoir une formation de qualité, mais on envoie l'argent à ceux qui échouent. C'est-à-dire, on dit aux jeunes Guinéens, bon, si vous voulez avoir l'argent de l'OIM, c'est simple. Entamez le voyage, si vous échouez, vous revenez, on vous donne de l'argent. Maintenant, ceux qui sont au pays qui ne veulent pas bouger, n'ont pas accès à cet argent. Mais le problème, je crois que ça, c'est une mauvaise réponse. Le problème, c'est que cet argent-là, il le réutilise pour repartir. Non, mais ce que Jacques dit, et c'est ça que j'ai pas compris la logique de cette démarche, de cette solution de projet. Alors, souvent, ils sont capables de mobiliser avant de partir autour de 8 000 euros. Souvent, ils sont dans la fourchette de 5 000, 8 000 et plus. 10 000. Bon, quand ils reviennent, toi, tu prends quoi, 2 000. Parce qu'il y avait ces projets ici, on dit, il y avait des projets collectifs, des projets communautaires et des projets individuels. Alors, par rapport à la réinstallation des jeunes qui sont retournés, c'était les différentes voies. Mais on te donne entre 15 millions, donc 1 500 euros, et 2 000. Toi qui as eu 8 000, tu as décidé de partir. Tu ferais quoi avec ça? Donc, c'est peut-être toujours mieux, comme Jacques le dit, peut-être de lutter avant les départs. Mais pas en motivant, revenez pour qu'on vous donne de l'argent. Bizarrement, les réseaux, Lamine, on n'en parle pas. Tu as des villes comme Mamou qui sont une plaque tournante. Et ça, c'est l'OIM d'ailleurs qui nous le dit. Une plaque tournante, mais extraordinaire. En Guinée, c'est Mamou. Tu as au moins 2 réseaux qui fonctionnent. Connus des services de renseignement, connus des services de sécurité. Mais la question est de savoir pourquoi on ne sévit pas contre ces réseaux-là. Surtout que quand même des jeunes filles s'en vont et après deviennent des objets sexuels. Surtout que des enfants s'en vont. Et on le sait, donc c'est de la traite en réalité. Au-delà de tout le reste, il y a une traite de l'être humain qui est ainsi favorisée. Mais pourquoi l'État lui-même, sachant très bien que ces réseaux existent, ne fait rien? Aujourd'hui, la publicité qui est faite pour le Nicaragua, mais ça se fait au vu aussi de tout le monde sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu ici même le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'administration du territoire ou n'importe qui s'en émouvoir. Allez, on est pris par le tamarou. Alors, juste en quelques mots, je voulais signaler, je suis parfaitement d'accord pour ceux qui disent que c'est aussi une question culturelle, parce qu'on pense aujourd'hui qu'en Guinée, réussir, c'est partir, aller chercher et revenir. Ce n'est pas ça seulement. Et comme les autres l'ont dit, il faut quand même qu'il y ait une véritable campagne dans ce sens-là pour amener les jeunes à comprendre qu'on peut bel et bien réussir ici. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ceux qui partent pour étudier,
Ceux qui partent pour étudier, je suis parfaitement d'accord, ils peuvent continuer à partir. Mais les jeunes, je pense que l'État devrait mettre même un processus en place et s'il faut les bloquer dès le départ. C'est vrai que quand on continue de véhiculer des messages s'ils ne comprennent pas, les réseaux de passeurs sont connus, les chemins sont connus, il faut mettre des Les grandes gueules. pour arrêter ces départs-là. Et aussi l'autre, c'est l'impréparation. Il parlait tout de suite des jeunes qui passent par le Nicaragua pour aller aux États-Unis. Bon sang de Dieu. Les États-Unis, c'est souvent 15 ans, 20 ans sans papier. Ouais. Vous partez, vous ne pouvez pas revenir. Évidemment. Vous en mourrez. Ouais, c'est pas ça. comme l'Europe. Ouais. C'est vrai, l'Europe souvent. Mais en termes de documents, obtenir des documents aux États-Unis, ce n'est pas facile. Et ces jeunes-là ne sont pas du tout préparés. Ils prennent le chemin, ils vont se retrouver dans un pays comme ça. C'est terminé, ils ne peuvent plus revenir. Et l'avenir de bon nombre de jeunes est aujourd'hui hypothéqué au niveau de Conakry ici. Ouais. Concernant les passeports, la substitution des empreintes. Ouais. Donc ça aussi c'est un véritable fléau. Il faut lutter parce que vous me le direz un jour, un jeune qui se retrouverait dans une situation de crise ici, de maladie et autres, s'il veut obtenir un passeport pour voyager, il ne pourra plus. Et même s'il l'obtient, ce ne sera pas avec son identité. Merci beaucoup, parce qu'il a déjà vendu son identité. Oui, évidemment. Oui, on a même reçu avec Espace TV des jeunes qui venaient ici pour se plaindre. Allez-y. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, pour lutter contre ce phénomène ou réduire substantiellement, il faut d'abord commencer à connaître un peu le profil de ceux qui partent, le profil Justement, il y a même une loi, il y a même une loi aujourd'hui, un projet qui... Il y a le document du profil migratoire, qui existe. Justement. Donc aujourd'hui, la qui politique permet... nationale sur la migration, qui permet aujourd'hui de comprendre, mais sauf que c'est aussi entretenu. Alors il faut rappeler une chose, l'OIM tout récemment a voulu changer un peu de fusil d'épaule, de stratégie, parce que quand moi je faisais le grand concours en 2019, l'idée c'était que chaque projet financier, qu'on puisse confier 5 migrants à un lauréat. C'est-à-dire qu'il va prendre les 5 avec lui pour les coacher, mais aussi à la fin, les employés. Mais aujourd'hui, ils ont compris qu'à chaque fois qu'on donne de l'argent à un jeune migrant retourné, il prend l'argent et il repart. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de fusil d'épaule maintenant. Ils ont lancé tout récemment un appel à candidature de 5500 migrants. L'objectif, c'est de former 5500 migrants retournés dans les zones, les 8 régions, c'est-à-dire Conakry jusqu'à Zérékori, qui sont disséminés. Donc l'idée, c'est de les former en business style. Alors, il y a des cabinets qui vont être recrutés. Donc ils vont être formés sur plusieurs mois. Et à la fin de la formation, ils vont les regrouper parce qu'ils ont des profils différents d'un étudiant qui pourrait suivre une formation en gestion de projet. Donc ce sont des formations taillées sur mesure, adaptées à leur psychologie. Et à la fin, l'idée, c'est de les prendre maintenant, les mettre en coopérative, les financer et y veiller et les formaliser. Ça permet de maîtriser mieux les gens qui partent que si vous prenez de l'argent comme ça à des gens qui n'ont aucune compétence à gestion, en comptabilité et qui peuvent repartir. Je pense que ça, on peut le faire. Mais pour finir rapidement, moi j'ai échangé avec un jeune ami à Paris qui était passé par Lampedusa, qui est arrivé en France. Franchement, tout ça. Franchement, et on connaît les affres de l'aide, ça ne porte pas. Il faut qu'il y ait une politique forte avec des programmes et des projets qui accompagnent pour les jeunes. J'ai échangé avec un jeune qui est passé par Lampedusa. C'était en 2020 en France. Mais Lamine, je pense qu'il est déstabilisé psychologiquement. Et il parlait et il partait dans tous les sens. Après, je lui ai dit, mais est-ce que tu as suivi un peu, est-ce qu'on t'a envoyé dans les centres psychosociaux ici pour t'écouter? Voilà, psychologie. Il dit, nous sommes des centaines aujourd'hui qui ont suivi des affres sur la route des traumatismes. Et beaucoup même ont perdu la vie et d'autres ont perdu la tête. Il y a même une dame qui avait un bébé qui est aujourd'hui moralement qui est complètement déstabilisé. Il faut que les jeunes comprennent qu'en France, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. La migration irrégulière, c'est l'enfer sur terre. Parce que vous arrivez, vous n'avez nulle part où aller, vous retrouvez comme ça dehors. Allez-y, madame. Je pense que l'exemple, on pourrait le prendre dans ce studio. Il y a au moins 3 personnes qui sont parties de l'autre côté, mais qui ont décidé de rentrer dans leur pays pour travailler dans ce studio. Des personnes qui savent qu'ici, c'est possible. Bien évidemment, le combat devrait être mené. Il devrait y avoir une politique forte parce que les réseaux de migrants sont connus. Les réseaux de passeurs, je veux dire, sont connus. Il faudrait qu'on combatte à ce niveau parce qu'on sait qui prend de l'argent avec les jeunes, qui comment on appelle, les amène dans cette situation. Parce que les passeurs, ils savent. Je parlais d'un cas avec Ahmed tout à l'heure. Une jeune fille qui est partie, c'est son passeur qui l'a violée, qui l'a engrossée,
Et à un moment donné, elle était abandonnée avec son bébé. Elle était obligée de rentrer. C'est l'OIM qui l'a ramenée dans ce pays. Et pour l'aider à mettre en place quelque chose, un atelier pour pouvoir travailler. Des cas comme ça, vous en avez des centaines. Bien. Des jeunes dames, certaines reviennent, d'autres réussissent à passer, mais avec quelles séquelles? Quelles séquelles? Notre rédaction a couvert un cas de suicide récemment. Qu'est-ce qu'on a dit? L'histoire du jeune, oui, Aguessia. Ouais. L'histoire du jeune, c'est quoi? C'est qu'il est parti, il est revenu. Par désespoir, qui sait ce qu'il a vécu pendant la traversée? Je pense qu'il y a du chemin à faire, mais les réseaux sont connus, il faut les combattre. Il y a des possibilités de le faire. Il ne suffit pas de répertorier et de dire que ça existe. Je pense qu'à un moment donné, Tchegoro avait même réussi à mettre la main sur un réseau de passeurs ici. Qu'est-ce qu'il en est advenu? Qu'est-ce que c'est devenu? C'est la grosse question à poser. La grosse question, évidemment. Merci beaucoup, Moussa Yoruba. Allez, dans un instant, mesdames et messieurs, on passe au mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Évidemment avec Aïssatou Sané qui nous a rejoint. Ma grande Sané, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Alors ce matin, ça s'est joué entre 4 personnes, notamment Jacques et Mara. Chacun a pris un mur, Tamba en a pris 2 et Ruby en a pris 3. Voilà. Et puis, on a notre sondage aussi. On n'a pas d'invité. Le sondage, il y a Facebook. Et puis, on a aussi, quoi encore exactement? Je ne sais pas. Allez, Mohamed Mara a reçu normalement. On devait avoir les... Et voilà. Ah, ben là, on a Tamba ce matin. C'est autre chose. Voilà. Est-ce qu'on a les résultats du côté de la régie? Évidemment. Ouais. J'aime pas ce côté-là, en fait, parce que je sais que ça va aller dans tous les sens. Il va dire, je sais que je suis brillant. Voilà. C'est ça. J'aime pas trop le résultat, là. J'aime pas trop le résultat, là, sincèrement. Voilà. Mais Lavine, oui. C'est pas ma faute si je suis brillant. C'est connu. Zéro modestie. Allez, Sané, est-ce que tu peux nous donner des résultats normalement? Allez, tu dois les avoir maintenant, ma grande. Voilà, tu dois les avoir maintenant, Aïssatou Sané, normalement, tu dois les avoir. Maintenant oui. Sur Facebook, sur WhatsApp, c'est bien cela, voilà. Alors, la question était la suivante. Lequel parmi les chroniqueurs vous a convaincu aujourd'hui? Tamba a convaincu à 56%. Eh bien voilà. 11% pour Jacques Lewa. Djiba a convaincu à 27%. Et puis, Ahmed, je ne l'ai pas, c'est pas visible. Ahmed Kamara. Oui. 6%. 5% plutôt. 6 ou 5, je ne sais plus, voilà. Okay. 5% pour Ahmed. Donc je suis deuxième. Oui. Non, t'es troisième. T'es troisième. Non, en fait, Tamba a convaincu à... Oui, en fait, oui. Oui, Tamba a convaincu à 57%, donc pour aujourd'hui... 56%, madame. 57. Ah, il y a 56 et 57, voilà. Honnêtement, c'est parce que je suis humble. C'est parce que je suis humble. Sinon, j'allais dire que je suis brillant. Aujourd'hui, il y a un Christian qui est premier et l'autre qui est deuxième. C'est mon petit frère. C'est moi. C'est le même sang. Et puis tous des mini-bonos. Allez. De parole pendant plus de 2h30. Je ne suis intervenu que sur un seul sujet. Et dans tout ça, vous avez vu son score. Il a pris le micro, il a refusé de me de 2h30. Je suis dans le. Mais tu en as eu combien? Oui, mais il n'y en a pas parce que je suis insondable. Robbie, tu as parlé plus que tous. Je suis insondable. Mais voilà, il a même pas été Allez, mais c'est ça aussi la démocratie chez les GG. Mais Roby. Tu confirmes? Comment ça? Mastodonte est insondable. Mais t'es même pas dans le classement, Roby, en fait. Oui, mais c'est parce que je suis insondable, c'est ça le problème. Il est insondable. C'est un mauvais politicien. Demain, il va dire que la CENI a fraudé. 2h30 et il n'a même pas été classé. Allez, grand merci à vous tous. Roby, je dois rendre l'antenne. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, sur Radio Espace. À suivre, bien évidemment, sur Espace TV. Mesdames, évidemment, qui vont vous retrouver avec Conakry Midi. Ça s'appelle, c'est un nouveau rendez-vous pour votre plaisir. À 15h, 15h, du vous attend là. Avec toute une équipe, les têtes brûlées, les informés, ça s'appelle. Demain, c'est jeudi, on va se retrouver avec le même plaisir. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.